Merci Monsieur le Président de cette introduction. Monsieur le Président, Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour vous situer un petit peu l'implication des modèles prédictifs dans le cancer de l'endomètre. Et donc, de ce point de vue, j'avais voulu commencer ce diaporama en réalisant une question de sémantique. Alors, qu'est-ce qu'un modèle? Et la définition la plus simple que j'ai trouvée, c'est celle-ci, à savoir un système physique, mathématique ou logique qui représente des structures essentielles d'une réalité et capable, à son niveau, d'en expliquer ou d'en reproduire dynamiquement son fonctionnement. Alors, une fois qu'on a posé ce premier postulat, se pose la question de qu'est-ce qu'un modèle de prédiction en cancérologie. Et la question est posée parce que elle implique forcément, en parlant de prédiction, de discuter la place des modèles mathématiques qui sont utilisés en médecine. Et ces modèles mathématiques sont utilisés en médecine sur la base d'un certain nombre de données, comme a pu vous le rappeler M. Uzan. Et ces données sont actuellement des données essentielles, classiques, à savoir des données cliniques, des données histologiques, des données médicales ou des données chirurgicales ou de traitement. Et la finalité de ces données sont, pour l'instant, de pouvoir modéliser la probabilité de survenue d'un événement. Et cet événement peut être complètement différent. Il peut être soit la réponse à un traitement, voire même le risque de récidive, voire même la survie, etc., etc. Et toute la difficulté actuelle de la prise en charge, en tout cas pour le cancer de l'endomètre, c'est d'essayer d'intégrer ces différentes définitions dans le nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, quel est-il? En réalité, il se trouve que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, un certain nombre de publications ont permis d'introduire une notion qui est la notion de médecine de précision. Cette médecine de précision, au début, était associée à une confusion qui était celle de la médecine personnalisée. Alors, je vais essayer un petit peu d'éclaircir tout ça. Le premier modèle a été de dire que la prise en charge du patient était une médecine qui était non personnalisée, non prédictive, non préventive, etc., etc. Et ce modèle a été enrichi avec les années avec un second modèle, puis un troisième modèle, puis ce qu'on appelle actuellement le modèle des 6P en oncologie. Alors cet acronyme un peu barbare signifie la chose suivante, que depuis une quinzaine d'années, il y a eu une évolution, et cette évolution, elle est la suivante. On parle de médecine de précision, et cette médecine de précision est composée essentiellement d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont évidemment la prévention, sont évidemment la prédiction, qui n'est en fait qu'un sous-type de cette médecine de précision, la prise en charge psychocognitive du patient, et l'ensemble de ces éléments ont pour objectif de personnaliser notre prise en charge, qu'elle soit préventive, diagnostique ou thérapeutique, voire même de la surveillance. Et puis, actuellement, il est impossible d'exclure la place des patients, et puis on tend de plus en plus à les informer, à les éduquer pour que celle-ci soit participative. Et puis, comme vous pouvez le constater, un certain nombre d'éléments, de nouvelles méthodes interactives font qu'actuellement la médecine est de plus en plus interactive et diluée sur les sites Internet. Et donc, ce concept des 6P en médecine, et notamment en oncologie, est réellement une réalité en scénologie, est une réalité pour les cancers urologiques. Et la question qui se pose, est-elle une réalité pour le cancer de l'endomètre? Les enjeux cliniques, ils sont simples, ils sont multiples, et je vais vous les résumer de la façon suivante. La première, c'est celle de l'évaluation du statut ganglionnaire. Alors, la question est de savoir est-ce que le patient est à risque d'avoir une métastase ou pas. Pourquoi c'est important? Puisque ce risque de métastase va guider notre prise en charge, qu'elle soit pronostique au niveau du traitement ou qu'elle soit thérapeutique, associée ou non thérapeutique adjuvante. Mais cette prise en charge, ou en tout cas l'obtention de cette information chirurgicale, met en jeu une morbidité, et donc la question est celle de la balance bénéfice-risque. Et tout l'enjeu de l'estimation du risque de métastase ganglionnaire est de pouvoir optimiser le traitement chirurgical. Le second enjeu, c'est celui de l'estimation du risque de récidive. On comprend bien que depuis un certain nombre d'années, on a utilisé des classifications TNM, FIGO, qui ont permis de mettre des patients dans des groupes, avec l'hypothèse initiale qui est que chaque patient mis dans un groupe de risque était un patient qui présentait le même risque que son voisin. Or, la réalité est tout autre, puisqu'on constate tous au quotidien qu'il existe une importante hétérogénéité des patients, et cette hétérogénéité est bien plus marquée dans le cancer de l'endomètre. On comprend bien également que si on avait des outils capables d'estimer ce risque de récidive, on pourrait clairement optimiser le traitement chirurgical, évidemment optimiser le traitement adjuvant, et puis possiblement mieux surveiller nos patients. Alors, quid de la probabilité de survie après traitement? Alors, évidemment, on se base sur des classifications pour donner des courbes de survie, pour donner des probabilités de survie aux patients, mais ces probabilités sont des probabilités de groupe et ne sont pas des probabilités dites précises ou de personnalisées. Et donc, très difficile face à un patient de lui donner une information efficace. Et donc, on comprend bien que si nous avions des outils capables de le faire, nous pourrions clairement optimiser la surveillance.
le cancer de l'endomètre, comme j'ai pu vous le dire, est marqué par une importante hétérogénéité clinique, génomique récemment mise en évidence et moléculaire. Et toute cette hétérogénéité-là conduit à une importante hétérogénéité pronostique. Et ce pronostic s'appuie sur les éléments suivants: une hétérogénéité sur le risque de récidive, sur le risque de métastase ganglionnaire et sur les probabilités de survie qui sont variables. Enfin, quand on regarde actuellement que disent les sociétés savantes et les dernières recommandations, on constate un élément, que le cancer de l'endomètre actuellement est traité de façon très hétérogène partout dans le monde, en Europe et en France, et que même s'il existe des recommandations qui ont tenté de rendre les choses beaucoup plus homogènes, il existe de nombreuses incertitudes qui sont liées tout simplement à l'absence de données efficientes ou de niveau de preuve 1. Et donc, dans ce contexte, et devant toutes ces problématiques cliniques, on se rend compte que la prise en charge d'un cancer de l'endomètre conduit à un certain nombre de discordances, et ces discordances créent un risque de sous-traitement, voire un risque de surtraitement très faible, voire complètement à une mauvaise prise en charge de nos patients. Alors, cette double problématique, c'est celle qu'énonçait M. Uzan au départ, c'est celle du bénéfice d'un traitement dans une population et celui du bénéfice d'un traitement pour un sous-groupe ou pour une personne individuelle. Et on se rend bien compte qu'on prend en charge nos patients de façon non efficiente. Comment pouvons-nous améliorer tout ça? En estimant le risque. Alors ce risque peut être estimé éventuellement par le jugement clinique, et puis a été développé des alternatives. Les alternatives, c'est celle de la modélisation. Est-ce une alternative crédible? Je vais essayer de faire la preuve ou non, en vous synthétisant les différentes données de la littérature. Nous avions fait une revue de la littérature et une synthèse exhaustive de tous les modèles publiés dans le cancer de l'endomètre sur la prédiction du risque de métastase ganglionnaire. Comme vous pouvez le voir, le tableau est relativement long. Première partie de tableau, deuxième partie de tableau. La synthèse est la suivante. Nous avons 5 algorithmes, 3 nomogrammes, un score, et tous ont une finalité descriptive. Et tous n'ont aucune utilité clinique, ou en tout cas une utilité clinique faible. Alors une fois que j'ai dit ça, vous me direz, finalement la présentation pourrait s'arrêter, et puis quid de la suite, Alors je vous ai mis un exemple. Voici un exemple de modèle. Il s'agit d'un nomogramme. Alors un nomogramme, c'est tout simplement la possibilité, à l'aide d'une représentation graphique, de modéliser la probabilité de survenue d'un événement. Il suffit d'associer pour un patient sa pondération, le total de points qui lui correspond, et on obtient une probabilité de survenue d'un événement, et ça nous permet à l'échelle individuelle de définir le risque d'un patient. Il s'agissait d'un travail qui avait été publié par l'équipe de la Mayo Clinic, que nous avions, nous, à l'hôpital Tenon, validé, et nous étions arrivés à la conclusion suivante, que cet outil était moins performant qu'une classification, ce qui paraît complètement aberrant quand on essaie de comparer les outils de précision par rapport aux classifications. Donc, aucune utilité clinique. Nous avons voulu aller plus loin dans ce raisonnement et voir comment est-ce qu'on pouvait modéliser de façon plus précise le risque de métastase ganglionnaire. Et nous étions arrivés au travail suivant, qui était celui de proposer un score. Un score qui se basait sur des caractéristiques, vous voyez, tout à fait classiques, qui étaient des caractéristiques histologiques et cliniques. Et on constate que ce score présentait une pertinence à la fois sur une population qui avait servi à son développement, mais aussi sur une population externe. Nous étions allés plus loin parce que jusque-là, les scores permettaient simplement de faire cette description. Mais là, nous avons voulu, à l'aide de cette description, clairement identifier le sous-groupe de patientes qui allaient bénéficier d'une prise en charge. Nous avons donc défini un seuil, puisque le raisonnement humain, globalement, se situe en binaire. Possible, pas possible, traitement, pas traitement. Et donc on est passé de cette prédiction et cette classification à un seuil de décision qui nous permettait clairement d'identifier des sous-groupes et de définir un seuil thérapeutique. Ce chapitre était réservé aux métastases ganglionnaires. Alors, je vous présente la synthèse identique pour le risque de récidive, également des tableaux, à n'en plus finir, également une synthèse qui met en évidence 7 nomogrammes publiés, un score, avec une finalité descriptive dans 90% d'entre eux. Nous avions réalisé le même travail. Voici deux nomogrammes, qui présentaient l'intérêt essentiel de prédire, vous imaginez, la probabilité de récidive locale et à distance. Donc, a priori, en regardant cet outil, on pourrait dire qu'il s'agit d'un outil merveilleux, puisqu'on pourrait dire individuellement à la patiente, voilà, votre risque de récidive est de temps, il suffit maintenant de vous prendre en charge de telle façon et de vous surveiller de telle façon. Alors, avant de l'utiliser, il faut savoir est-ce que cet outil est pertinent. Nous l'avons validé, et cet outil est peu pertinent et ne présente une utilité clinique que médiocre. Et donc, on était à l'arrivée à la conclusion que ce modèle était peu applicable.
Nous avons également voulu aller un petit peu plus loin et nous avons également proposé un score avec la même logique, s'appuyant sur les mêmes caractéristiques histologiques. Et vous pourrez le constater que nous étions arrivés à une conclusion, d'une part, à une pertinence de ces outils à la fois sur la population de développement et de conclusion, et que nous avions pu caractériser des sous-groupes qui devaient bénéficier d'une prise en charge. Dernier élément de discussion qui est celui de la probabilité de survie. Voici, à mon sens, quasiment le seul outil qui présenterait une utilité clinique et qui justifie son utilisation en pratique clinique. Cet outil a été proposé par l'équipe du MSKCC. Elle prédit la probabilité de survie à 3 ans. Il a été validé par de multiples équipes, notamment des équipes provenant de différentes régions du monde. Et c'est actuellement le seul outil qui présente la robustesse pour pouvoir l'utiliser pour des patientes. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai résumé tous les modèles prédictifs de la littérature et on arrive à la conclusion qu'actuellement, un des seuls outils utiles est celui-ci. Et il est tellement utile que l'équipe du MSKCC a voulu en faire une interface web. Et cette interface web, elle est utilisable par n'importe quel praticien pour aller, en entrant les caractéristiques du patient, en entrant les caractéristiques de la tumeur, définir une probabilité de survie à 3 ans et éventuellement la communiquer à son patient avec une information adaptée. Alors, les perspectives. Les perspectives ont été énoncées par M. Uzan. Ce sont des perspectives de génomique. Ces dernières années, le séquençage du génome a permis d'avoir de multiples informations sur les patients et surtout des multiples informations génomiques sur les caractéristiques des cancers. Et à l'avenir, on peut tout à fait imaginer que là où on s'appuyait avant sur des caractéristiques macroscopiques associées à l'âge des patients, éventuellement leur poids, le type de la tumeur, on pourrait y associer des éléments beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, beaucoup plus spécifiques que serait le génome. On pourrait aussi, à une échelle beaucoup plus fine, utiliser le miRNome. En fait, on utilise tout simplement l'ARN, et cet ARN, sur un travail qui avait été réalisé par le docteur Canlorbe à l'hôpital Tenon, nous permettait d'identifier des micro-ARN associés avec une probabilité d'envahissement ganglionnaire. Et vous voyez bien que tous ces outils sont les perspectives de demain, puisque utilisés avec les données actuelles, on pourrait tout à fait envisager d'améliorer nos outils de précision. Enfin, les modèles, je ne suis pas rentré dans les détails du type de modèle mathématique qui était utilisé, mais vous vous doutez bien qu'il existe de multiples façons d'aborder la problématique, il existe de multiples formes de modèles mathématiques, et les modèles actuellement utilisés sont très rudimentaires. Un peu avancés, mais très rudimentaires. On imagine bien qu'à l'avenir, on pourra améliorer cette partie de la modélisation. Enfin, la dernière étape est celle qui a été passée dans un certain nombre de cancers, notamment dans le cancer du sein, où une fois les modèles validés, une fois que les modèles avaient démontré leur pertinence, des essais prospectifs de leur impact clinique ont été entrepris. Et c'est notamment ce qui avait été réalisé par le professeur Uzan avec les hyperplasies atypiques du sein, où un modèle avait été préparé, validé, et actuellement, il est validé en prospective pour évaluer son efficience et sur l'impact clinique. Et c'est, à mon avis, la prochaine étape, une fois que des modèles plus pertinents auront été développés. Enfin, pour conclure, tout simplement, actuellement, la prédiction de le cancer de l'endomètre, on peut considérer que c'est un domaine qui est prometteur, qui est source de nombreuses publications, que très probablement, si on se calque sur ce qui se fait dans le sein ou d'autres cancers, c'est un domaine qui sera à l'avenir un support, une aide à la décision thérapeutique, mais que pour l'instant, on est quasiment à la préhistoire de cette prise en charge basée sur les modèles prédictifs. Enfin, les pistes d'optimisation, je vous les ai citées, pas grand-chose de particulier à rajouter. Et enfin, ce qui est sûr, c'est que l'optimisation de ces outils va passer à l'avenir par une collaboration pluridisciplinaire et surtout par une évaluation prospective de leur efficacité et de leur efficience. Je vous remercie de votre attention. Alors, je propose que Anne-Sophie vienne apporter son commentaire à cette présentation. Merci. C'est laquelle? Je ne sais pas laquelle des deux c'est. Alors, j'aurais pas grand-chose à apporter parce que je pense que vous avez pu apprécier tout comme moi cette très belle présentation. Je tiens à préciser que quand on fait la revue de la littérature sur le sujet, je pense que Tenon et Sofiane ont publié un nombre très impressionnant d'articles sur le sujet. Donc, je vais plutôt synthétiser un petit peu ce qui a été dit. Donc, effectivement, il y a, comme Sofiane vous l'a dit, il y a énormément de modèles prédictifs. Donc, les principaux sont sous le risque d'envahissement ganglionnaire, ce qui est une question vraiment importante pour nous chirurgiens, puisque c'est quand même aussi ce qui va impliquer la réalisation ou non de prélèvements ganglionnaires, et puis des modèles de survie et de récidive.
Alors sur les modèles actuellement présentés et largement publiés, c'est vrai que l'une des principales limites, enfin les principales limites, c'est qu'elles reposent sur des données cliniques et sur des données histologiques pour lesquelles, qui sont incertaines en préopératoire, alors que soit le type histologique, mais on a rarement d'erreurs, mais on peut en avoir, sur le grade histologique, qui s'avère bien souvent être différent entre les données préopératoires et post-opératoires, la présence d'emboles qu'on n'a pas nécessairement qu'on a même rarement sur une biopsie préopératoire. Ça repose également sur l'infiltration myométriale, donc qui est évaluée sur l'IRM, mais là encore l'IRM est imparfaite, et puis d'autres données cliniques, cliniques et d'imagerie, avec notamment aussi l'intérêt du diamètre tumoral. Alors, les principales limites de ces modèles prédictifs sont effectivement des études soit rétrospectives, soit réalisées à partir de bases de données prospectives, mais ceci rétrospectivement. Les effectifs sont plus ou moins importants suivant les séries. Je vous l'ai dit, donc effectivement, ces données préopératoires sont incertaines. Et puis, il y a peu de données, peu d'études de validation externe de ces modèles, ce qui est quand même essentiel pour pouvoir valider l'application clinique. Les résultats, je ne reviendrai pas dessus puisque Sofiane en a parlé, donc de cette publication comparant les différents résultats. Donc, je ne vais effectivement pas insister. Alors, l'avenir, c'est effectivement les marqueurs moléculaires et biochimiques. Alors, j'ai regroupé à peu près ce que j'ai retrouvé dans la littérature, donc sur la ploïdie de l'ADN, sur effectivement les profils d'expression des micro-ARN, effectivement un travail de Geoffroy Canlorp qui d'ailleurs poursuit ses travaux puisqu'on va participer aussi à une étude donc, réalisée à Tenon et à la Pitié-Salpêtrière sur l'étude du profil de micro-ARN dans les endomètres. Les récepteurs hormonaux, la P53, donc plein de données moléculaires qui sont sans aucun doute des données plus fiables pour pouvoir à terme avoir des modèles prédictifs plus concluants et on l'espère avec une application clinique. Alors pour conclure, moi je vais rester, alors je suis peut-être jeune mais il faut aussi rester concret. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? Puisque pour l'instant effectivement donc, tous ces modèles prédictifs sont dans le domaine de la recherche. On espère évidemment qu'ils vont aboutir, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quelle prise en charge actuelle, en sachant qu'effectivement, toute la problématique de la prise en charge chirurgicale des cancers de l'endomètre repose sur la réalisation ou non des curages, qui est essentielle en cas de haut risque d'envahissement ganglionnaire et de récidive, mais qui est associée à une morbidité importante. Et je vous ai mis une photo de lymphœdème, qui est effectivement une des complications importantes des curages pelviens, qui est bien souvent sous-estimée. Et depuis ces dernières années, on s'y intéresse beaucoup plus et on se rend compte qu'on va jusqu'à 20% de patientes ayant ces lymphœdèmes en post-opératoire. Alors, comment y répondre en n'ayant pas, pour les patientes à bas risque d'envahissement ganglionnaire, sur les données cliniques qu'on a pour l'instant? Alors, est-ce qu'on doit faire une chirurgie en 2 temps? C'est une question effectivement qui est un petit peu récurrente, ce qui permettrait, pour ouvrir les présentations suivantes, en réalisant un geste simple, donc une hystérectomie simple, de développer la chirurgie ambulatoire. Et puis, bien sûr, la place aussi de la biopsie du ganglion sentinelle, qui est une situation un petit peu intermédiaire entre l'absence de curage et les curages pelviens systématiques, pour lequel, donc, qui est une technique qui apporte beaucoup d'intérêt, on va revenir dessus après, mais l'un des intérêts pressentis aussi, c'est de limiter la morbidité en limitant les prélèvements. Et donc c'était aussi l'objet d'une étude, alors qui ne portait pas sur l'endomètre mais sur le col, Santicol 2, pour évaluer justement la morbidité et les complications lymphatiques des curages. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Anne-Sophie. Alors on va passer à quelques questions sur l'endomètre. Je demande aux 2 orateurs de rester dans le secteur. Y a-t-il des questions? Oui. C'est sûrement extrêmement intéressant vos modèles, mais en particulier prévoir la survie, c'est très dangereux. Vous vous souvenez sûrement tous de cette histoire de cet homme d'affaires américain à qui son chirurgien qui l'avait opéré d'un cancer lui avait prédit une survie de 2 ans.
Du coup, il a mené la grande vie. Au bout de 2 ans, il était toujours vivant, mais il était ruiné. Il a attaqué son chirurgien et il a gagné. Bah, écoute, d'abord c'est assez injuste parce qu'il s'est offert au moins 2 ans de plaisir. Au moins il a profité de son argent, mais il est évident que le calcul, là je me permets de répondre à leur place, la question est le principe d'évaluer la survie, c'est pas pour dire au patient il vous reste 1 an, 2 mois et 32 minutes, c'est vraiment d'avoir des réponses. Et je crois qu'aujourd'hui les patients le demandent. Et en tout cas, s'ils le demandent, d'être en situation de le donner. La plupart ne veulent pas le savoir. Moi, je ne veux pas savoir, je ne voudrais pas le savoir pour ma part. Mais il faut être, puisqu'on a cet élément-là. Et puis, il y a aussi des stratégies de traitement qui ne seront pas les mêmes en fonction de cette évaluation. Qu'est-ce que... Sofiane ? Je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Oui. Richard Villet. Acteurs dans ce domaine, je ne peux pas m'empêcher de vous remercier d'être déçus autant que moi. On est quand même complètement déçus. Vous avez très bien présenté que ça fait bien une quinzaine d'années qu'on a compris quand même qu'il y avait déjà 2 types de cancer de l'endomètre. Il y avait les papillaires, il y avait les autres, qu'on faisait des curages. Moi, j'ai fait des topos comme ça chez Guy Michel à l'Institut Gustave Roussy il y a longtemps. Et je trouve, de façon extrêmement triste, que vous allez vous faire des travaux exceptionnels, mais que là, en sortant de l'académie, malheureusement pour le moment, il n'y a rien de nouveau dans l'endomètre, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a 3 paramètres qui sont d'abord des paramètres pour 2 d'entre eux qu'on ne peut pas avoir en préopératoire, c'est-à-dire l'envahissement du myomètre, parce que malheureusement pour le moment, les techniques d'imagerie ne nous satisfont pas. Et deuxièmement, ça peut-être un peu moins le problème de la biopsie, mais surtout le problème ganglionnaire. Et alors si vous voulez, on est tous dans la même situation, je crois, c'est-à-dire qu'on fait une stratégie locale de l'endomètre, et puis après on attend le résultat, et on va faire des curages. Et l'autre remarque que je voudrais faire, c'est que je ne pense pas que la femme que vous avez présentée a eu un curage pelvien. Je pense qu'elle a eu un curage pelvien et un curage lombo-aortique. Le curage pelvien, il faut... Bon, voilà, s'il faut quand même... Après, il y a qu'est-ce qu'on fait comme curage. Et là, en tant que vieux, si vous voulez, je ne m'élève pas contre la celluliochirurgie. Bien évidemment, c'est l'avenir et le robot à plus forte raison peut-être. Mais c'est le présent, oui. Enfin, non, mais je parle du robot, là. J'ai dit le robot. Le robot. Je veux dire par là, si vous voulez, qu'on fait peut-être des curages trop extensifs actuellement. Et ça, si vous voulez, moi je vous le dis parce que j'ai des plus jeunes assistants et on fait des curages maintenant qui sont absolument performants, mais peut-être qu'on ne devrait pas enlever tous les ganglions et on ne sait pas lesquels enlever. Donc j'attends avec impatience le verre d'indocyanine, les prodisies isotopes, etc. Voilà. Ouais, juste pour aller dans ce sens-là, alors c'est pas sur le verre d'indocyanine, mais effectivement c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Et donc on a conduit un essai dont on n'a pas encore les résultats, mais pour évaluer justement le drainage du membre inférieur par rapport au drainage donc pelvien, qui s'appelait Santigen, donc dans tous les cancers gynécologiques, pour justement essayer d'identifier ces ganglions de la jambe, enfin, du membre inférieur, pour limiter les complications. Bien, alors maintenant on va passer à la suite. Alors quand même, Richard, pour dire, on est déçu. Moi je ne suis pas déçu parce que je trouve que quand même, dire qu'un modèle ne marche pas veut dire qu'on a testé les paramètres intéressants ou pas. Et tu as donné les 2 paramètres intéressants que pour l'instant on n'a pas en préopératoire, c'est-à-dire l'envahissement du myomètre et l'atteinte ganglionnaire. Mais ça veut dire que ce sont là nos 2 cibles pour l'avenir. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, nous qui commençons à la Pitié à utiliser les premiers, le PET-IRM, eh bien je ne suis pas certain que dans 1 an, nous ne viendrons pas communiquer sur une prédiction beaucoup plus fine de l'atteinte ganglionnaire. C'est donc en définissant le problème, en posant la question, qu'on aura la réponse. Je ne veux pas c'est toujours faire la une même polémique, chose. mais je ne veux pas parce que j'ai une telle admiration pour les gars qui font ces travaux. Je veux dire par là, si tu veux, que je n'ai pas attendu qu'ils me fassent un modèle pour savoir que c'était l'envahissement ganglionnaire et le myomètre. Ça fait 40 ans qu'on sait ça sur l'endomètre. Je peux citer des papiers qui sont vieux. Donc je ne vais pas critiquer, parce qu'il faut faire ces modèles, je pense. Mais si tu veux, je me mets à la place de la déception qu'on peut avoir en ce moment, surtout sur ce cancer-là. Voilà.